RMC, entre les poteaux, Nicolas Paolorsi. Salut à tous, on y est les amis. Il y a des semaines comme ça qu'on attend plus que d'autres dans l'année. Celle-là, on l'avait cochée depuis longtemps. Le 15 de France va en Irlande samedi. Coup d'envoi 15h15. On imaginait que ce match allait être celui du Grand Chelem, mais les Bleus se sont inclinés en Angleterre. La victoire est donc obligatoire pour remporter ce tournoi destination face à une Irlande qui s'apparente à un monstre à 23 têtes. On va se plonger dans ce match, vous donner toutes les clés de cette partie, le style et le projet de jeu des Irlandais, comment les Bleus peuvent s'adapter et rivaliser face à l'Irlande. On va essayer d'être le plus complet possible sur cet immense choc. Denis Charvet est avec nous comme tous les lundis. Salut Denis. Salut messieurs. Mon Denis, je peux te dire qu'ils ont mangé de la data et de la stat tout le week-end pour préparer ce podcast. Wilfried Templier et Julien Landry sont les photos du jour. Salut les gars. Ouais. Salut tout le monde. Pour une fois que c'est de la data qu'on mange. Oui, c'est vrai. D'habitude, c'est pas que de la data. C'est vrai. Semaine extraordinaire, on le disait. On a donc décidé de rajouter de la compétence dans ce podcast avec un invité exceptionnel. Il a affronté le Leinster 4 fois lors des 5 dernières années avec le Stade Toulousain. Il a disséqué l'attaque irlandaise en long, en large, en travers. L'entraîneur de la défense du Stade Toulousain, Laurent Thuéry, est l'invité des poteaux. Salut Laurent. Bonjour à tous. C'est vrai Il Laurent a dû en rêver la nuit peut-être. Hein. Ouais, le Leinster, toi tu connais par cœur. Hein. Oui, on a passé beaucoup de temps devant l'ordinateur pour essayer de trouver des solutions et les étudier. Et au vu de nos résultats face à eux, ils nous ont poussé dans nos retranchements pour essayer de trouver des solutions. Ouais. La dernière fut la bonne quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous avez gagné celle qu'il fallait gagner. La dernière était belle. Ouais. Exactement. Ouais, je sais pas si on aurait aimé en gagner d'autres, mais celle-là, en tout cas, c'est fait et on s'en rappellera. Elle était très belle. Ça va, vous en avez 6 quand même. Oh. Faut en laisser aux autres. Non, jamais rassasié, c'est ça qui est beau. Bon, allez, cette année, en tout cas, on compte sur les Bleus pour trouver la clé de cette défense irlandaise. Attention Bundiaki à l'entrée de Mathieu Robert pour Gibson Park. Laissez Gibson Park avec un fabuleux travail de Bundiaki dans les 22 mètres irlandais après une touche. Ça tape côté irlandais, ça fait très mal dans les 22 mètres à nouveau au Crowley pour en hauteur pour laisser certainement de Tagmer. Il est magnifique cet essai incroyable. Le coup de poignard dans la défense française. Rouge, bien sûr. Et ben voilà. Bien sûr, oui. Adios. Y a pas de T'es plus bunker. invité. William, c'est dehors, on veut plus te voir. Ça va sur l'extérieur avec Antonio au milieu. Il avance, on est sous les poteaux. C'est pas mal ça. À hauteur peut-être. L'essai de Damien Penaud. Avec Encho, attention, un contre un. Qui va prendre Jalibert. Oh, il va vite. Il est puissant. Il relève le ballon sur l'extérieur. C'est imparable irlandais. Oh là là, on s'est effrité sur le ballon porté. Et voilà encore un essai, le quatrième. Dan Sheehan, le talonneur, le serial marqueur, le camion irlandais qui s'enfonce, qui va, et l'essai de Keller. 5e essai irlandais qui vient enfoncer les Français. Ça fait mal. C'est terminé. Victoire de l'Irlande, 38-17. 5 essais à 2 pour les Irlandais qui prennent le bonus offensif. Beaucoup d'impuissance ce soir pour l'équipe de France qui a pris quasiment une raclée contre l'Irlande, 38-17. On s'est peut-être fait un peu mal au casque là avec cette prod. Je sais pas si c'était. Vous auriez pu mettre le match du Grand Chelem aussi un peu là parce que ça. Je sais pas si c'était le bon truc pour lancer c'est pas la le meilleur semaine. souvenir. On y croit quand même. Cette lourde défaite de l'année dernière, 37-18 dans le tournoi. Ce qu'on va faire dans ce podcast, les gars, c'est qu'on va essayer de séquencer en analysant les forces de l'Irlande. La première thématique qu'on voulait aborder avec toi, Laurent, c'est ce qui fait la grande force de l'Irlande sur ces dernières années, le jeu offensif des Irlandais, avec leur fameux jeu en cellule. Ils sont en plus capables de multiplier les temps de jeu, d'user leurs adversaires. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce jeu en cellule qui fait la force de l'Irlande et du Leinster? De manière assez simple, c'est un jeu qui est très structuré, comme vous le dites, qui est en cellule. Donc soit le 9 touche une cellule d'avant directement avec toujours le numéro 10 dans l'axe pour proposer soit une solution de contact avec les avants ou passer dans le dos par lui pour aller rechercher une autre structure un peu plus loin où il joue 9 directement pour 10 avec une cellule un peu plus loin. Et autour de ça, ils arrivent à combiner tout un tas d'animations. Tout le temps dans le but de rechercher la faille défensive, la déconnexion dans la défense, et il l'exploite sincèrement avec beaucoup d'efficacité. Et ils ont toujours culturellement des numéros 10 qui sont plus
dans la lecture du jeu et le fait de trouver des solutions autour d'eux que le fait de porter le ballon. Donc ils sont redoutables dans leur manière d'attaquer. Et cette méthodologie, est-ce que ça demande énormément de physique? C'est toujours une question que je me pose, moi. Ouais, ben après, culturellement, le Leinster, l'Irlande a un paquet d'avant très mobile. Il y a quelques années, ils nous mettaient à mal sur ça. Là, maintenant, je pense que les équipes françaises et l'équipe de France, notamment, a fait évoluer ça. Tous les clubs se sont adaptés pour essayer de répondre à cette mobilité-là. Mais oui, ça demande beaucoup de déplacements, des avants qui sont toujours bien placés, avec toujours les bons espaces. Et ils répètent ça, ils répètent ça. Franchement, c'est du travail de haute précision et ils arrivent à répéter les séquences. Donc dès qu'ils ont des rucks rapides avec cette organisation-là et cette qualité technique qu'ils ont pour trouver des solutions, ça devient quasiment inarrêtable. On dit souvent que c'est clinique, d'ailleurs. Complètement. On a l'impression que, à l'image de leur nouveau numéro 10 en Prendergast, on a l'impression qu'il joue en marchant et il a toutes les solutions autour de lui. Et lui, tranquille, dans un fauteuil, il va toucher les joueurs démarqués et permet à son équipe d'avancer, voire de marquer rapidement. Mais est-ce Nico, que c'est juste pour schématiser, pour expliquer, je voulais juste schématiser vite fait, Wilfried, c'est le fameux jeu en losange qu'on appelle, Laurent, c'est-à-dire que Gibson Park est derrière un ruck, il va chercher, par exemple, admettons, il va chercher Doris, qui est à la tête d'un losange. Imaginez un losange, vous faites un petit peu de géométrie, vous vous rappelez vos cours de géométrie. À gauche du losange, il y a O'Mahony, à droite du losange, il y a Van der Flier, et à la pointe basse du losange, il y a Prendergast, ce qui fait que Doris, il a 4 possibilités, soit d'aller percuter, soit jouer sur son extérieur, sur son intérieur ou dans son dos pour le demi-ouverture. Voilà un peu en gros le jeu en losange que vous allez beaucoup voir samedi après-midi. Mais Laurent, est-ce qu'il y a un circuit préférentiel ? Est-ce que c'est, voilà, au niveau des stats ou de ce que vous avez vu, ça revient souvent dans l'axe avec Prendergast ou inter, exter ? Est-ce que vous avez réussi à étudier ça ou c'est un peu loterie et c'est selon ce que propose la défense et ils s'adaptent à chaque fois ? Il y a forcément beaucoup d'adaptations de leur côté. Après, si le ruck est bord de touche, en général les défenses sont en place. Donc là, Doris, en l'occurrence, pour reprendre votre exemple, aura plutôt tendance à garder le ballon ou lever sur une petite passe à un avant qui arrivera avec beaucoup de vitesse. Après, par contre, dès qu'il y a de l'espace autour du 5-6e défenseur, si on s'amuse à compter les défenseurs à partir du ruck, donc les défenseurs qui sont à une quinzaine de mètres, là, Prendergast va appeler le ballon et va avoir d'autres solutions parce que c'est un losange qui a une queue, si je pourrais dire ainsi. C'est-à-dire que Prendergast a souvent un 3/4 derrière lui qui lui permet aussi de ressortir de la cellule d'après avec des avants qui vont venir couper à hauteur sur lui et un avant supplémentaire, donc un 3/4 supplémentaire qui sera dans son dos. Donc c'est beaucoup de solutions et il regarde les déconnexions autour de ce 5e, 6e défenseur. Si là les espaces sont pas bons, si vous avez des espaces trop importants entre les défenseurs, ils viennent s'y engouffrer dedans. On pense notamment à des avants très mobiles et rapides. Van der Flier est l'exemple parfait. Il y a Sheehan exactement aussi le talonneur et là ça va vite. Il y a aussi un truc, Will, c'est qu'ils sont capables d'enchaîner les temps de jeu avec énormément d'intensité. Alors ce jeu en losange, ça leur permet de trouver des solutions sur les extérieurs, de prendre les espaces, mais ils sont capables de répéter les séquences, les Irlandais, mais de façon fabuleuse, à une constance folle. Mais comment on explique, Laurent, justement, que cette facilité qu'ils ont dans la continuité, de remettre, de réitérer tout le temps ces combinaisons, de les faire avec une telle facilité? Parce que je ne connais pas trop d'équipes au monde qui fait la même chose. Je pense que c'est un peu unique, ce jeu irlandais. Oui, ils sont allés au bout de leur idée, de leur philosophie, de ce jeu en structure, et ils l'ont poussé au max de ce qu'ils pouvaient faire. Après, je pense qu'ils étaient encore meilleurs quand il y avait Johnny Sexton à la baguette, qui lui le maîtrisait parfaitement, mais après on peut se douter que si ça continue à travailler comme ça, Prendergast avec l'expérience au fil des années, il pourra retrouver certainement le niveau de Sexton. Et après la vitesse, on rentre dans les collisions, puisque si vous voulez avoir de la vitesse, il faut dominer les collisions et avoir des rucks rapides. Et là, ça sera une vraie clé pour l'équipe de France, ce sera de gagner ces collisions et de ralentir de retarder les rucks sorties. Complètement, pour permettre à la défense d'être en place.
On va en parler du jeu au C'est ce sol. que vous aviez réussi à faire en finale à Tottenham. D'ailleurs, on va en reparler, Nico. Du coup, on parlait de ça. Laurent a quand même noté un truc, c'est la différence aussi qui peut y avoir. Le rôle capital du 10 dans ce système-là, en fait. Alors, c'est sûr que Johnny Sexton, c'était le métronome ultime. Là, Prendergast, il est capable d'alterner le bon, le moins bon. Voilà, on l'a vu contre le Pays de Galles. Il y a parfois des passages où il est fébrile, mais malgré tout, il s'intègre. Enfin, ils savent intégrer leur numéro 10. Et tu as l'impression que le gars, il est là depuis toujours, Prendergast. On a l'impression qu'ils ont fait pas un clone, mais pas loin, parce que c'est presque 1m90 pour Sexton. Là, c'est 1m93 pour Prendergast, qui a un peu ce physique un peu pareil, très élancé. Le même parcours au Leinster. On rappelle qu'il a gagné le tournoi avec les U20 l'année dernière irlandais, qu'il était finaliste du championnat du monde, perdu avec l'Irlande face à la France. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Sexton savait des fois jouer un peu loin de la ligne, distribuer, mais savait aussi attaquer ou prendre les trous dont tu as parlé, créés par ces losanges. J'ai l'impression que Prendergast est un peu comme ça. Est-ce que tu vois des différences, à part que Prendergast évidemment a 22 ans et a tout à faire encore dans l'expérience, mais est-ce que tu vois vraiment des différences ou ils ont un peu cloné Sexton? Parce qu'on voit là, on a l'impression qu'ils essaient de cloner Sexton. Et ils reprennent le même système avec ce rôle du numéro 10 qui n'a pas changé. Donc lui arrive avec ses qualités, mais c'est sûr qu'il a un petit peu moins d'influence aujourd'hui. Après, c'est normal, il a que 5 ou 6 sélections, je crois, comparé au 118 de Sexton. Et il en manque encore un peu, mais il se fond dans ce moule parfaitement. Après, je le trouve sincèrement plutôt bon dans ses prises de décision. Donc lui, peut-être qu'il part sur le fait de moins porter le ballon et plutôt de faire jouer autour, parce qu'il a quand même des très bons joueurs autour. Donc peut-être que pour le moment, il se concentre sur le fait de leur donner des bons ballons. Laurent, tu l'entraînes à Toulouse. J'ai envie de te demander, Romain Tamac, tu le mets avec l'Irlande, ce ne serait pas l'ouvreur idéal aujourd'hui? Après, Romain Tamac, je pense qu'il peut être l'ouvreur idéal dans plein Oui, dans plein d'équipes. Oui, la France. Non, mais tu as raison, dans plein d'équipes, mais je trouve qu'il a un profil qui correspond complètement au jeu irlandais, il me semble aussi. Ouais, parce que oui, je pense qu'il apprécierait que le jeu soit autour de lui, tourne beaucoup autour de lui, mais complètement. Oui. Ouais, bien sûr. Après, Prendergast, juste Nico, on va aussi bien cette équipe parce qu'on rappelle que, un petit peu ce qu'il y a en équipe de France avec beaucoup de Toulousains, l'essentiel du 15 irlandais est composé de joueurs du Leinster qui jouent exactement pareil aussi en club, et que Prendergast, même s'il a que 5 sélections, il est au quotidien avec ces joueurs-là et qu'il est biberonné depuis des années avec ce jeu irlandais du côté du Leinster, et que finalement ce qu'il reproduit en sélection, exactement, c'est ce qu'il reproduit en sélection, c'est ce qu'il fait en club au quotidien. Donc là évidemment on dit toujours que le niveau international est un cran au-dessus, que ça va plus vite, qu'il faut prendre des décisions plus rapides, mais il connaît parfaitement le jeu, il connaît parfaitement les hommes qui sont autour de lui, et que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que c'est Sexton bis qui est en train de jouer avec l'équipe d'Irlande en ce moment. Et puis il y a aussi cette complémentarité avec Gibson Park qui amène de l'expérience, qui permet de le soulager aussi sur le jeu au pied, enfin voilà, qui amène plein de choses aussi à Prendergast. Ouais, Gibson Park, c'est vraiment, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que nous en France on a tendance à se focaliser sur Dupont, à juste titre d'ailleurs, mais Gibson Park il fait quand même des saisons avec l'Irlande depuis un bout de temps. Il est élu d'ailleurs, je crois, sur les 3 derniers matchs, 3 fois homme du match avec les Irlandais sur les 3 dernières rencontres. C'est vraiment lui aussi le dépositaire du jeu irlandais, presque même il a pris plus d'importance depuis que Sexton est parti. On lui a donné plus de prérogatives, notamment sur tous les petits jeux au pied, dans le dos de la défense, sur les petites diagonales vers James Lowe notamment. Il est en train de prendre aussi lui une grosse, je trouve qu'il enlève un peu de la pression à Prendergast parce que il assume beaucoup plus de choses que ce que pouvait faire avant avec Sexton à côté de lui, et que c'est clairement en plus avec ses avants, je le trouve vraiment impressionnant, et le duel entre les deux garçons samedi va faire partie des bons duels. On va en avoir plein à suivre, mais honnêtement celui-là il est très intéressant. Est-ce que Laurent, tu l'as remarqué ça, l'évolution de Gibson Park sur les dernières années ou toute dernière saison, 2-3 dernières saisons? Ouais, complètement. Mais là, après, il fait un début de tournoi sincèrement exceptionnel. Il est décisif, notamment contre l'Angleterre, alors qu'ils sont un petit peu bousculés sur cette première mi-temps. Il arrive à débloquer une action pour aller marquer. Et après, oui, il a pris de plus en plus d'importance. Et lui, il n'hésite pas à sortir un petit peu du système, notamment pour jouer des petits côtés, des retours, des inversions de sens. Et c'est à son initiative, avec des gens qui se proposent autour, mais c'est lui qui organise aussi. Donc,
là, on aura affaire à certainement deux des meilleurs numéro 9 du monde à l'heure actuelle. La question qu'on se pose du coup, les gars, c'est est-ce que notre défense tricolore va réussir à s'adapter à cette machine qu'est l'attaque irlandaise. On sait que Wilfried, la défense des Bleus, c'est peut-être pas notre meilleur secteur depuis le début du tournoi. Je crois que ça se traduit par des chiffres, notamment sur les 2 derniers matchs, où on se fait un peu perforer quand même, et on n'est pas au très haut niveau international dans les stats. Non, on est descendu en dessous les 80% de réussite au plaquage. On était très bien contre le Pays de Galles à 93%. Autour de 90, juste en dessous de 90, c'était les standards de l'équipe de France ces dernières saisons. Ce qu'on fait en Écosse l'année dernière, par exemple. On est au Pays de Galles aussi. Mais là, voilà, on était un peu descendu sur l'automne aussi, mais jamais en dessous de 80. Et pour la première fois depuis des mois, en Angleterre 79,6, en Italie 78,3. Donc c'est plus difficile. Laurent, on va pas te demander de commenter cette réussite de l'équipe de France, hein, tu peux peut-être pas trop en parler, mais surtout peut-être on peut voir avec toi ce que vous avez fait avec Toulouse en finale à Tottenham, justement, comment vous vous êtes adapté, ça va nous amener ensuite sur les Rocks, mais c'était quoi le maître mot pour vous à Tottenham l'année dernière face au Leinster? On rappelle aux auditeurs et aux auditrices que quand on parle du Leinster, c'est quasiment pareil que pour l'Irlande, quoi. Voilà. Ouais, mais nous, on avait pris le parti pris de mettre un gros focus sur la connexion entre nous, d'être très connectés et de ne pas essayer forcément d'aller mettre de la pression à leur numéro 10, puisque comme ils ont plein de solutions autour, on ne voulait pas se faire fixer pour ouvrir des intervalles entre nous. Donc le but était de rester le plus connecté possible, même si on mettait un peu moins de pression. Glisser un peu à l'ancienne, de glisser de pas se jeter, ouais, c'est ça? Exactement, de plutôt favoriser la connexion à la montée. Voilà, ça c'était le maître mot, de rester très fort au milieu du terrain, être serré, leur laisser les extérieurs et d'être très connecté entre nous. Par contre, une fois qu'ils nous venaient dessus, essayer au maximum de plaquer à deux et de faire une guerre absolue dans chaque ruck. Voilà, de les contrarier là-dedans, de leur ralentir tous les ballons. Pour réaliser ce que bien sûr, essayer de récupérer les ballons. Pour réaliser ce que tu dis, Laurent, et pour aller dans ton sens, il te faut des joueurs qui se donnent, qui se sacrifient, parce qu'on l'a vu en finale. La défense, votre défense, elle a été extraordinaire. Denis, justement, tu vois ça, j'en ai revu des images, Denis, ce matin, et Laurent pourra peut-être nous confirmer, mais je ne sais pas s'il y avait des consignes où on dit tout le temps ça redit. Il y a eu beaucoup de plaquages aux chevilles sur le premier plaqueur. C'est-à-dire voilà, Pitaki le fait très très bien. Je ne sais pas si c'était une consigne de faire tomber les joueurs. Ouais. Je sais pas. Ouais, de faire tomber, après de premier attaque bas et le second essayer d'intervenir au niveau du ballon. Ça, c'est une règle après qu'on a. Je vais dire en permanence, et ouais, de vite les mettre au sol, essayer de les isoler et de venir travailler sur ce ballon, de ne pas leur laisser de leur ruck facile, voilà, pas un ruck facile, et de venir mettre le maximum de pression, notamment sur leur neuf qui est quand même incroyable dès qu'il a le temps, donc les contrarier là-dessus. Comment t'expliques, Laurent, cette différence entre le parallèle entre l'équipe de France et votre finale avec le Stade Toulousain, où on a vu avec l'équipe de France depuis 2 ans, on n'arrive pas à relever le défi physique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intensité, on est souvent pris par défaut. Ça a été le cas il y a 2 ans, ça a été le cas l'année dernière. Et vous avez réussi quand même ce challenge, parce qu'en fait c'est un vrai challenge de relever de couper ce rythme-là, d'arriver à les perturber à ce niveau-là. Comment t'expliques cette différence ? Après là, c'est l'état d'esprit collectif du moment. Nous, c'était une finale, comme vous l'avez dit au début, ils nous avaient quand même battus en demi-finale à plusieurs reprises, donc il était temps pour nous de nous livrer pleinement et avec une stratégie relativement simple, mais de le faire avec le maximum d'intensité et de discipline. Voilà, on avait beaucoup parlé aussi d'intensité dans les contacts, Denis t'en parle, mais aussi de discipline, parce que c'est une équipe qui, si vous commencez à faire trop de fautes au milieu du terrain, va venir dans vos 22 mètres trop facilement, et ça on sait qu'il ne faut pas trop qu'ils répètent les actions dans les 22 mètres, parce qu'ils sont aussi efficaces. Donc après ça appartient aussi aux joueurs. Moi, sur la finale, j'en garde un souvenir incroyable par rapport sur l'état d'esprit des mecs, sur le fait qu'ils se soient tous livrés à 100%, sacrifiés pour les autres. Et je pense qu'ils en ont un souvenir
incroyable pour toujours. Voilà, après la défense, c'est ça, c'est faire beaucoup d'efforts les uns pour les autres et prendre du plaisir à faire ces efforts-là. C'est souvent des tâches un petit peu obscures, ingrates, qui sont peut-être pas assez valorisées, mais je pense que c'est une source de plaisir énorme quand vous sentez que vous êtes tous alignés dans l'état d'esprit, dans la prise de décision, dans la connexion entre vous. Et là, vous vous retrouvez très fort. Après, nous, ça a été un match remarquable là. Est-ce que je souhaite qu'on soit capable de réitérer ce genre de performance souvent, mais voilà. Ça a été Justement, on en parlait ce week-end, Laurent, à l'antenne d'ailleurs d'RMC, parce qu'on parle souvent du Stade Toulousain. Alors, on n'est pas là pour faire que te brosser, hein, mais tu es responsable de la défense. Par rapport à ce que je vais dire maintenant, on parle souvent de l'attaque et des essais du Stade Toulousain, mais on oublie, ou certains oublient parfois, que vous êtes toujours souvent, pas très souvent, la meilleure défense. C'est le cas actuellement en top 14 et c'est une de vos forces d'annihiler les attaques par des contre-rucks, par des grattages, par une défense collective. Et on le souligne certainement pas assez. Voilà, mon cher Nico, c'était pour te lancer peut-être sur les rucks maintenant, une passe décisive. Eh ben, totalement. Non, juste avant d'aborder le jeu au sol et ce qui fait la particularité du jeu au sol irlandais, Denis, je reviens juste un peu sur notre défense, là, la défense des Bleus. Est-ce que tu nous vois là, sur ce que tu as vu, toi, depuis le début du tournoi, en capacité de rivaliser avec ce que propose l'Irlande ou est-ce que c'est ton gros point d'inquiétude pour je ne le pense pas, mais après, comme le dit Laurent, c'est un problème d'instant. Dans le temps, est-ce que le jour J, ils vont avoir cet esprit de sacrifice? Est-ce qu'ils vont aller au-delà, avoir un état d'esprit irréprochable? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il va falloir donner beaucoup plus au niveau collectif. Je parle défensivement, évidemment, et on ne peut pas se permettre de louper, de se faire transpercer comme on s'est fait transpercer en Angleterre ou en Italie. On le perd à cash. Donc oui, c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui qu'il va falloir régler et je pense que Fabien Galtier et son staff sont en train de le régler, j'espère. De toute manière, on va voir, mais il va y avoir des ajustements dans la compo. On en parlera en fin de podcast. Laurent, on repart sur le jeu au sol. Là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la particularité des Irlandais dans ce secteur? Comment ils procèdent en fait pour être aussi impressionnants dans ce secteur-là? Des déblayages ultra rapides, les rucks rapides. Enfin, c'est vraiment leur grosse marque de fabrique. Ouais, de manière générale, ils ont des avants qui connectent très vite et ils tapent relativement bas et fort au-dessus de la zone. Voilà, ils cherchent pas trop à rester sur leurs appuis. Alors je dis pas qu'ils font des fautes, mais ils vont chercher de suite ils sont malins. Ils vont chercher du contact de suite avec les potentiels contesteurs adverses et ils nettoient fort la zone pour qu'il y ait un ballon ultra dynamique, ultra rapide pour continuer leur jeu en structure. Et ils s'isolent très rarement aussi. C'est ça leur force. C'est-à-dire que c'est très difficile à leur chercher le ballon dans les rucks. Oui, ils ne s'isolent pas parce qu'ils sont souvent ultra connectés, comme on en parlait par rapport au jeu en structure. Ils ont souvent un soutien intérieur-extérieur et du coup, ils sont très réactifs. Ils arrivent très vite sur zone et si le défenseur est un petit peu isolé et qu'ils sont un petit peu dans l'avancée, donc il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est 1 ou 2 mètres entre les défenseurs, là c'est sûr que vous aurez un ruck rapide. Et c'est quasi impossible de reprendre le ballon, c'est très rare. Après, ils vont pas pouvoir batailler tous les rucks, mais si tous les 2 ou 3 rucks ils peuvent le ralentir, ça changera tout parce que ça mettra la défense en place et là avec pour le coup une possibilité de leur mettre de la pression et d'essayer d'opposer 2 défenseurs à un seul attaquant. Du coup, on fait quoi, les gars? Laurent, stratégie. Juste Laurent, quand j'allais te demander. Vas-y. Est-ce qu'on tu dis aux joueurs d'attaquer tous les rucks ou tu leur dis on sélectionne celui-là on n'y va pas, au pire celui-là sera rapide et on se replace sur la largeur, ou faut vraiment tous les attaquer, ou vraiment tu leur dis il y en a il faut les laisser, c'est pas grave si celui-là on n'y est pas, on se met juste en place mais on n'attaque pas. Juste une précision avant que tu répondes, Laurent. Juste une précision. Le Leinster sur la finale, entre sa demi-finale contre Northampton l'année dernière, à 68% de ruck rapide, ce qu'on appelle des rucks rapides, c'est moins de 3 secondes. Et contre vous en finale, n'en a plus que 45% des rucks entre 0 et 3 secondes. Voilà, c'était la petite précision. D'où l'explication de la défaite. Laurent va nous dire, mais sur les consignes que vous aviez, vous avez quelques poisons aussi. Vous. Après, on a des joueurs qui ont cette appétence-là. Qui sont des très bons contesteurs et qui sont capables de ralentir les ballons. Après, nous, la consigne, c'était pas d'attaquer tous les rucks parce que ça, c'est pas possible. Et puis, il faut qu'il y ait de la prise de décision. Voilà, il faut que les joueurs soient intelligents. Il y en a, comme tu le disais, Denis, s'ils sont un petit peu dans l'avancée,
autant circuler rapidement si on n'est pas dans la capacité de ralentir. Par contre, dès qu'il y avait la moindre occasion, eh ben feu, on y va tous, quitte à se consommer à 2-3. C'est pas grave, mais il faut ralentir absolument ce ballon. Jules, est-ce que tu nous vois rivaliser dans ce secteur de jeu avec les Irlandais? Est-ce que dans le jeu au sol? On a des joueurs pour ralentir les ballons. Alors on n'a pas Jack Willis que le Stade Toulousain a, qui est évidemment l'un des maîtres dans l'arme fatale dans ce secteur-là. Mais il y a quand même des joueurs qui aiment aller ferrailler. On pense évidemment à François Cross qui en est capable, à Grégory Aldrit qui en est capable, à Movaka ou Marchand devant qui sont aussi capables d'aller mettre les mains. Je pense qu'on aura presque plus d'armes sur le banc peut-être que sur le set de départ. Et puis après, il faudra reparler de cette composition. On peut aussi dire que les joueurs, ils ont 50 minutes à tout donner avant de faire rentrer peut-être ce banc avec 7 avant où ils auront 30 minutes. Mais oui, on a clairement des joueurs aussi qui peuvent leur faire mal, qui peuvent ralentir, qui aiment cet exercice-là. Sans oublier évidemment, j'en ai pas parlé, mais Antoine Dupont est devenu un maître expert dans les contre-règles. Ouais, exactement. Autant que il est devenu aussi un Leinster expert là-dedans. Donc oui, on a des joueurs aussi pour le faire. Mais comme le dit Laurent, il va falloir que tout le monde soit connecté, qu'on décide d'attaquer les rucks au même moment, qu'il y ait de la cohésion, un choix collectif. On a les joueurs pour. Après, il faut que la stratégie soit mise en place à ce moment-là aussi pour réussir. Mais Laurent, est-ce que c'est un choix entre attaquer des rucks et éventuellement délaisser un petit peu de l'alimentation de la défense et prendre un risque si ça sort? C'est un risque à prendre à ce moment-là? Est-ce que c'est ça? C'est dans la balance? Bien sûr, c'est toujours une question de balance et d'équilibre. Après, comme on le disait au début, si l'équipe d'Irlande enchaîne, à l'image de Leinster, s'ils enchaînent 3, 4, 5 phases dans leur jeu en structure avec beaucoup de vitesse, il y a de très grandes chances pour que ça se passe mal. Donc, il ne faut pas en arriver là. Et du coup, il y a une obligation de ralentir ces ballons, voire de provoquer un turnover, parce que c'est quand même le but, nous, c'est de récupérer le ballon pour pouvoir l'exploiter et faire attaquer une défense qui est dans le désordre, mais c'est une obligation de ralentir les ballons et de leur faire la guerre dans ce secteur. Même si c'est pas pour récupérer le ballon, ça va les surconsommer. Non, mais vous les avez contrariés l'année dernière en finale, Laurent. Ouais, complètement. On peut le dire, après, on avait vu des images d'autres équipes qui avaient réussi à les embêter un petit peu là-dedans, ou en tout cas les séquences qui se finissaient de manière positive pour la défense, c'était des séquences où les ballons étaient lents et où il y a eu de gros efforts de fait dans les rucks. Donc ça, on l'avait présenté aux joueurs et ils avaient compris que c'était une question de survie un petit peu de notre défense, si je peux parler comme ça. Le troisième focus qu'on voulait faire aussi, les gars, dans ce podcast spécial tactique, c'est le jeu au pied. Le jeu au pied des Irlandais, Wilfried. On a parlé de Gibson Park. Il y a aussi le jeu au pied de James Love, qui est super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le kicking game un peu des Irlandais? C'est quoi leur philosophie? C'est précis. C'est précis. Tout est précis chez eux. C'est millimétré. Non, mais disons culturellement, par rapport à nous, historiquement, culturellement, ils ont toujours bien plus aimé ça que nous. Et on va en parler dans quelques instants avec le changement de règle à la fin des escortes. Je suis pas sûr que ça nous arrange. Mais parce que en regardant les images, Laurent aussi, niveau escorte en finale, vous étiez des deux côtés au max. Souvent, c'était 4 joueurs minimum devant le récupérateur de balles et ça aidait beaucoup. Là, ça c'est terminé. Mais simplement, d'abord sur le jeu au pied, tu nous en parlais avant de ce podcast. C'est vrai que Gibson Park est, quand je dis précis et millimétré, mais comme Antoine Dupont-Lay, mais tu nous parlais aussi tu voulais évoquer aussi le pied gauche de James Lowe. Il faut faire attention quand on laisse le ballon à cet animal-là, cet ailier, ce puissant ailier irlandais. Oui, complètement. Sur son aile gauche, il s'arrange souvent sur la couverture. Ça fait boum. Parce qu'ils font... ça fait boum et ça va loin. Donc, il s'arrange sur la couverture parce que des fois, c'est Hugo Kinan qui est l'arrière et qui, normalement, a un rôle classique d'arrière, reste couvrir. Et des fois, c'est lui qui va chasser pour permettre à James Lowe de rester au fond. Et si l'équipe adverse lui donne un ballon gratuit, lui, il va utiliser sa longueur de jeu au pied pour repousser les équipes très loin de leur camp. Donc oui, c'est vrai que ce pied gauche, et c'est rare d'avoir des pieds gauches. Et lui, il a un pied gauche de grande qualité, donc c'est très précieux pour cette équipe d'Irlande. Parlons justement de cette nouvelle règle, la fin des escortes là. Est-ce que c'est pas la pire nouvelle pour les Bleus? Est-ce que ça change tout? Déjà, Jules, est-ce que tu peux nous dire et repréciser ce que c'était que cette règle des escortes pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas en tête et qu'est-ce que ça change? Et derrière, on écoutera Thomas Ramos qui est revenu sur cette C'est la nouvelle loi règle du pont d'ailleurs, non? C'est pas ça?
Non, c'est pas la loi Dupont, Denis. C'est une autre règle. En fait, la loi Dupont, c'est les avants qui sont censés faire un effort pour revenir et pour pas rester. Les escortes, en fait, si tu veux, avant, tu mettais des sortes de boucliers. En gros, James Lowe tape un ballon et Thomas Ramos va à la réception et tu avais le droit de mettre, si tu veux, devant Thomas Ramos, si tu veux, des sortes de barricades avec plein de joueurs qui pouvaient ralentir, qui pouvaient empêcher le joueur de monter. Ça n'a plus le droit de gêner la course du botteur. Ce qui fait qu'en gros, ça devient vraiment une lutte à 1 contre 1, avec évidemment, Thomas Ramos va en parler, je vais pas le manger son son, mais avec une volonté différente entre celui qui attaque le ballon et celui qui va passer, celui qui le défend. Donc il y a une attaque différente, mais tu ne peux plus protéger, il faut s'écarter du chemin. Protéger ton réceptionnaire de voilà, il faut ouvrir, c'est la mer devant toi, tu dois l'ouvrir et tu peux plus fermer comme tu le faisais avant. C'est Moïse. On va écouter Thomas Ramos. Thomas Ramos sur la fin des escortes. On voit qu'il y a de plus en plus de duels dans les airs. On voit qu'au final, même les très bons preneurs de balles, et du moment où il y a un duel et où on est moins protégé, c'est 50-50. On voit aussi que souvent l'attaquant, quand il vient pour jouer un duel aérien, il tape le ballon pour le renvoyer dans son camp, alors que défensivement, on veut un peu plus essayer de récupérer le ballon plutôt que de se mettre en danger en renvoyant le ballon dans notre camp, mais peut-être ils veulent un peu plus de spectacle dans les airs, je sais pas. Tu as dit le mot, pour moi c'est aussi un petit peu plus dangereux. Faut pas avoir peur de s'engager parce que ça arrive vite et ça cogne fort. De plus en plus d'équipes utiliseront les jeux au pied offensifs pour être à la retombée en dessous parce que ça permet aussi d'avoir des bons ballons de turnover. Donc voilà, il faut travailler défensivement pour essayer de sauter plus haut que l'adversaire, s'engager, prendre la place et essayer de remporter son duel, quoi. Bon, le problème, les gars, c'est que 1 contre 1 dans les airs, c'est peut-être pas notre dada. Hein pas vraiment. Voilà. Non, mais ça, c'est vrai, Denis. On en a souffert même... contre l'Afrique du Sud en quart de finale, ça nous a traumatisé. Donc, non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois, je regardais encore des chiffres contre l'Afrique du Sud. Angleterre dans l'embut. Tu perds encore le duel aérien de Louis Bielbiarré perd le duel aérien dans l'embut. Oui, parce qu'il arrive lancé l'anglais. Oui, mais c'est le problème, c'est que tous les joueurs arrivent lancés. Regardez les gars, encore des chiffres. Contre l'Afrique du Sud, on n'est pas si mauvais que ça dans les airs. Je crois qu'on remporte à peu près 33% de nos duels aériens comme les Sudaf. Et après, non mais l'analyse de Fabien Galtier, ça avait été de dire que derrière, on s'était fait marcher dessus dans le jeu au sol, qui suivait les réceptions et tout ça. Mais là, Denis, on est clairement en déficit, on est inefficace dans ce secteur depuis le début du tournoi. Depuis qu'il n'y a plus cette règle des escortes, là, on est loin d'être à notre avantage. Mais est-ce qu'on a été souvent... Depuis Serge Blanco même. Hein. Oui, mais j'allais dire, on n'a pas les joueurs pour aussi, je crois. Sont rares en France. Il y a Dulin qui est un extraterrestre dans ce genre d'exercice. Après, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a jamais eu vraiment de joueurs français qui excellaient dans ce domaine. Jean-Luc Sadorni, quand même. Oui, mais sur c'est vrai que l'Irlande. Oui. Alors, est-ce que c'est culturel parce que l'Irlande, on sait qu'ils jouent aussi à ce rugby gaélique qui tout jeune leur permet d'aller chercher des ballons en haut. Je pense aussi qu'ils apprennent très tôt, qu'ils sont plus doués que nous parce que culturellement ils ont ça en eux. Il me semble. Laurent, quand même sur le papier, cette règle de la fin des escortes. Quand on essaie de regarder ça de manière objective, on se dit, alors peut-être tu ne penses pas la même chose, mais que ça profite plus à des nations comme l'Irlande ou l'Angleterre, sur le papier. Oui, sur le papier, parce qu'ils ont cette culture-là, comme le disait Denis, je pense qu'ils le travaillent plus jeunes que nous, et peut-être plus que nous. Nous, c'est peut-être quelque chose qui se fait où on met vraiment le focus quand les joueurs passent professionnels. Mais je pense que ça devient naturel pour eux au fil du temps. Qu'on évolue sur ça. Ouais, ça devient naturel. Et puis ils ont cette culture du jeu, de ces jeux au pied haut, de kick and chase. Enfin, c'est culturel. Nous, on a plus un jeu de passe. Le jeu au pied est très important aussi dans leur culture. Donc, oui, après, c'est sûr que cette nouvelle règle des escortes apporte beaucoup plus de duels, de lutte. Hein. Et du coup, forcément, ça nourrit l'attaque, mais ça peut être une arme aussi pour l'équipe de France de leur mettre des ballons en haut et de les perturber dessous pour récupérer des ballons de désordre. Je pense que il faut s'en servir aussi comme un atout, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors forcément qu'il faudra répondre sur les jeux au pied des Irlandais, ça c'est indéniable, mais que ce soit en haut et en l'air sur les premiers rucks qui suivront, si jamais le ballon n'est pas gagné en haut.
Laurent, tu voulais également nous parler d'un point qu'on n'avait pas du tout identifié, nous. C'est les coups d'envoi. Tu nous disais un peu là en préparant le podcast que c'était une source de possession, renvois, de pression pour le Leinster et pour l'Irlande. Ouais, complètement. Nous, on a mis aussi un petit peu focus sur ça. On s'est aperçu que, on va dire 80% du temps, le Leinster avait des bonnes nouvelles. Après, sur ces coups d'envoi, qu'ils soient tapés ou reçus, donc c'est-à-dire que quand ils marquent des points, quand vous leur tapez un coup d'envoi dessus, ils arrivent immédiatement, alors, grâce au jeu au pied aussi, mais pas que, ils peuvent aussi jouer à la main, à remettre de la pression très rapidement sur les équipes adverses et à réinvestir le camp adverse. Et à contrario, quand ils prennent des points, avec leur coup d'envoi, ils arrivent à avoir des possessions rapidement et à remarquer très vite. Ça veut dire quoi, qu'ils jouent court? C'est une vraie Ils phase. jouent court parce qu'on aurait tendance à dire qu'ils peuvent enfermer l'adversaire en jouant plus long dans le coin. Il y a une panoplie. Ouais, ils peuvent enfermer, mettre beaucoup de pression sur le ruck. Ouais, taper plus long, mettre de la pression, une grosse pression dans le ruck avec un gros contre-ruck, perturber la libération du ballon ou forcer le numéro 9 à avoir un jeu au pied de moins bonne qualité, qui dit une touche à 25-30 mètres de la ligne. Et là, avec qui est une très bonne rampe de lancement pour eux. Mais après, ils font tout. Ouais. Ils alternent et c'est là où ils sont bons. Et c'était, nous, un gros sujet sur ça, sur le combat des coups d'envoi, tapés, reçus, et essayer d'être positif à la fin du match. Mais là, pour avoir regardé un petit peu l'Irlande sur ce début de tournoi, je les trouve un peu plus en difficulté sur la réception des coups d'envoi. Les Anglais en avaient profité, notamment sur le premier match. Mais par contre, ils sont très performants quand ils les tapent. Donc ouais, ça sera un secteur de jeu, parce que c'est jamais évident quand vous prenez des points d'essayer de remarquer de suite, et surtout quand vous marquez, de ne pas offrir un ballon facilement ou s'exposer trop vite à en prendre de nouveaux points. Denis, tu voulais réagir ? Non, juste sur les coups d'envoi, est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de les jouer court contre les Irlandais, ou c'est une fausse idée que j'ai, pour essayer de les récupérer? Les Anglais avaient tapé. Ouais, les Anglais ont tapé court en plein milieu et ils ont eu beaucoup de bonnes nouvelles. Après, c'est marrant parce que dès que l'Irlande a modifié ça et a rectifié ça, ils se sont créés des occasions et ils ont creusé, notamment en seconde mi-temps, le score. Mais ouais, c'est une stratégie, pas forcément de leur laisser de ballons rapides, ou si vous le mettez au fond, mais il va falloir mettre beaucoup de pression pour les contrarier. Bon, les infos compos, les amis. Vas-y. Ouais, non, oui. J'avais juste une question avant de parler des infos compos. Juste en général, on les dit moins bien, un peu moins dominant en novembre et sur le tournoi. Est-ce que tu as ce ressenti, Laurent ? Ouais, ça paraît un petit peu moins fluide. Ouais, après toute sûr, parce que le gros match aussi, c'est ce week-end pour eux aussi. Ils savent très bien que l'équipe de France va venir avec des intentions et peut gagner le tournoi. Donc c'est le gros rendez-vous. Ils jouent le HLM aussi. Complètement. Donc on ne saura qu'après. Mais ouais, après, est-ce que physiquement, l'intensité qu'ils seront capables de mettre, ouais, ça va donner l'avantage forcément à une équipe, parce que si vous subissez, vous mettez à la faute, et c'est le début des ennuis. Donc ouais, on va voir exactement. Il y a une donnée aussi, juste avant de parler compos, Laurent, je les trouve moins imaginatifs aussi. Pendant longtemps, ils étaient capables de créer des lancements de jeu après des touches un peu improbables, des lancements très organisés à 5 mètres de la ligne d'essai où tu ne savais pas où le ballon était. Je les trouve aussi finalement un peu moins imaginatifs en ce moment. Je trouve plus visible. Alors c'est très récité, alors c'est toujours très beau, mais c'est vrai que parfois ils étaient capables de sortir une combinaison secrète. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un lancement qui surprend tout le monde. Les gardes pour samedi. Ouais. Ouais, mais après, si vous regardez, ils ont marqué contre l'Angleterre en sortant avec James Lowe qui break pour Tackburn. Ils ont sorti un truc qu'ils n'avaient jamais fait, avec un mec qui surfe derrière un autre et qui sort au dernier moment dans l'intervalle avec le défenseur qui s'écarte. Donc, une sautée intérieure. Ils sont quand même relativement imaginatifs. Il était caché. Ouais, exactement, il était caché, il est sorti au bon moment. Ça, c'est les premiers à l'avoir fait. Et si vous remarquez, la mode a été reprise en top 14 ces dernières semaines, donc ouais, ils sont quand même. On verra au Stade Toulousain au mois de juin. Ils sont quand même très bons.
Ils sont quand même très bons. Les infos qu'on Non, parce que je me souviens d'une pénalité à la main jouée à 5 mètres par Exeter il y a quelques temps, qu'on avait revu au Stade Toulousain après, avec un retour intérieur. Bien sûr, après, il faut, Voilà, il faut, donc il faut vous savez s'inspirer aussi de vous ce qui nourrir se fait des de bonnes mieux choses. et pour essayer de surprendre. Ah oui. Complètement. Il faudrait être bête pour ne pas le faire. Une des infos de la semaine, les amis, c'est bien évidemment le retour de Romain Tamac. Présence au milieu de terrain quasiment indispensable, surtout quand on parle de l'équilibre défensif. Tiens, d'ailleurs, Laurent, toi qui le connais parfaitement, qu'est-ce que Romain amène défensivement à une équipe? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ces débats en équipe de France. Oui, Tamac est peut-être un peu moins bien offensivement, mais défensivement, qu'est-ce qu'il apporte à une équipe? Qu'est-ce que toi, il te donne comme garantie? Il donne une solidité défensive. C'est quelqu'un qui aime défendre, qui est un compétiteur qui, je pense aussi, construit un petit peu ses matchs avec la défense. Il est costaud, il aime ça. C'est quelqu'un qui aime plaquer, qui aime ce défi physique-là. Donc, pour un numéro 10, c'est important puisque c'est une zone qui est attaquée. Quand vous voyez la paire de centres que va afficher l'Irlande avec Aki, Encho, les troisièmes lignes qui vont venir aussi jouer dans sa zone, forcément que l'équipe de France aura besoin d'un Romain Tamac très costaud dans ce secteur. Mais c'est un joueur qui aime défendre et qui aussi a la capacité de récupérer des coups et de contester des ballons aussi. Donc, Comme un centre, quoi. Pour, oui, comme un centre. Il est costaud. Il y a quelques temps, peut-être, il aurait pu jouer aussi troisième ligne, mais il est grand, il est costaud, il aime ça. Il joue 12 aussi. Donc, Il a joué 12, Il en est où, Laurent, aime défendre. physiquement? Comment tu le trouves? Physiquement, il est bien parce qu'il a été. Il a travaillé pendant sa suspension. Après, Il n'a pas joué depuis 5 semaines, Laurent, on précise. Hein. Complètement, voilà. Et donc après, le travail physique ne remplace pas les matchs, mais il s'est entraîné avec nous. Il s'est entraîné avec nous. Il a participé aux entraînements, notamment la semaine dernière. Non, moi je suis pas inquiet. Moi j'ai sur une la question santé parce de que Romain. si on part sur un banc de 7-1, ça voudrait dire que on peut penser que Romain va jouer tout le match. On ne prendra pas le risque de le sortir. Est-ce que c'est un petit risque ou pas du tout Il peut sortir, Denis. Hein. Oui, Dupont peut passer en 10 et Lucu en 9. Hein. Oui, mais après tu te fragilises. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué, quoi. À partir du moment où tu prends un banc à 7-1, tu fais pas le choix de sortir le 10. Mais bon. Ouais. Non, ma question, c'est de savoir si tu n'es pas inquiet sur le fait qu'il joue tout le match, par exemple, par rapport au rythme, à l'intensité. Non, comme ça, je pense pas. Après, c'est sûr que 5 semaines sans compétition, c'est pas neutre. Après, c'est un joueur qui est jeune, qui a la santé. Ça lui a permis aussi de se reposer et se régénérer. Donc, non, pas inquiet sur les capacités de Romain à faire 80 minutes lors de ce match. Et les gars, du coup, je vous pose la question à vous. Est-ce que le staff prend un risque, Denis? 5 semaines sans jouer. Est-ce que déjà pour toi, c'est indispensable d'avoir un Tamac parce que trop précieux et notamment trop précieux défensivement, évidemment. Après, on connaît le métronome que c'est. Donc après, c'est un des meilleurs ouvreurs au monde. Ça, on va pas le répéter, mais physiquement, à ce poste-là, il y a juste cette interrogation. Aujourd'hui, oui. rythme. Moi, je pense que c'est pas un risque. Sauf que voilà, l'interrogation, c'est par rapport au banc. Moi, je me dis que si on avait un banc de 6-2 ou 6-3, c'était pas tranché, Denis, encore. Hein. Plutôt 6-2. Si un 6-2, moi, je le sortirais à la 60e minute. Je lui dirais, vas-y, éclate-toi jusqu'à la 60e, vous donne tout. Et puis, j'ai toujours un peu peur par rapport à ces 5 semaines où il n'a pas joué. Voilà, c'est tout. Il y a le retour de Penaud aussi, qui est attendu, Wilfried, dans la compo. Oui, Penaud le retour d'Damien qui Penaud va jouer. attendu, ouais. Hein, d'après nos infos, il devrait être titulaire. Mystère. Du coup, est-ce qu'on comprend, Will, cette gestion du staff, là, cette sanction contre l'Italie, alors que on lui a dit, Damien, on ne prend pas contre l'Italie, mais tu seras là contre l'Irlande. Ça peut paraître surprenant de l'extérieur, parce que si tu le sors contre l'Italie, c'est que tu estimes qu'il n'a pas été au rendez-vous. Oui, mais en termes de perf. parce que ça a été comme ça ces derniers mois, que ça a été il impose ça a été Aldrit, ça a été Olivon. Il s'empêche pas maintenant de mettre certains en tribune sur le banc, Et c'était le cas pour Damien Penaud. Est-ce que c'est bien, pas bien On verra le match de Damien Penaud, on verra le match de l'équipe de France, et après on fera le bilan et on verra si. Non, mais je suis d'accord avec vous, les gars. Tu prenais aucun risque de toute façon. Donc à partir du moment où tu prenais aucun risque. Oui, mais du coup, la punition en Italie, entre guillemets, j'utilise des guillemets, mais Jules, la punition
punition, du coup, elle sert à rien. C'est comme si tu dis à ton gosse, bah, demain, tu n'auras pas de chocolat. Si, Par contre, tu alors, sais que dans 2 jours, mais tu lui si, achètes du mais Nutella. la seule, on m'a posé la question à Laurent, mais après tu piques le Non, joueur. faut pas. Donc si tu veux, c'est la seule Laurent veut pas répondre à cette action question. positive, c'est que tu peux te dire que le mec, bah, il va jouer, il va être piqué, mais il n'avait pas besoin de ça, Damien Penaud, on en a parlé plein de fois. Moi, je pense qu'il n'avait pas du tout besoin de ça. Mais encore une fois, c'est un choix d'un sélectionneur qui connaît bien son groupe. Hein. Hein, Laurent Ouais. Non, mais c'est. Je suis partagé dans cette décision. C'est compliqué de savoir. Moi aussi, je partageais. Pourquoi je pense qu'on aurait joué l'Italie, l'Irlande à la place de l'Italie. Ils n'auraient pas puni Penaud. Non. Tu prenais pas de risque à sanctionner Penaud en Italie. Tu lui prives du record de Blanco qui va pas tarder à battre malgré tout. T'espères l'avoir piqué, comme j'ai dit, tu as pu le faire avec un Olivon, avec un Aldrit. Tu te dis que voilà, la gestion des hommes, tu vas l'avoir un peu remis en question et t'espères qu'il va revenir plein badin et qu'il te sorte un grand match samedi en Irlande contre James Lowe. Il marque 2 essais, Après, il bat j'ai le pas record de l'impression- Blanco. Ouais, tout je va sais bien. pas. Après, j'ai pas l'impression que Damien Penaud soit fait du même moule que Charles Olivon ou Grégory Aldrit. Donc, Non, mais il n'est pas je sais traumatisé, pas comment. Damien Penaud. Hein. Non, Vous inquiétez voilà. pas. Non, mais c'est ça exactement. Ça, c'est clair. Retour super important également dans le groupe des 42. Un joueur que Laurent connaît super bien, c'est Emmanuel Meafou. Will, qui va nous apporter énormément de choses. Alors déjà, dans quel état physique il est pour le coup, Meafou? Est-ce qu'on a des infos sur ça? Sinon, on imagine que on imagine Alors, que Laurent, Oui, toi, dis-nous. Laurent on va se Laurent, tourner non, non, mais vers On n'entend plus Laurent. Laurent. Attendez. Laurent, il est Attendez, parti, il a disparu. Non, non, mais si, Laurent mais Laurent, il peut nous répondre parce que Jean Bouillou nous a dit à la conférence de presse d'après-match samedi qu'il s'était entraîné physiquement dans la semaine. On le savait tous et ça a été communiqué qu'il n'avait pas rechaussé les crampons. Jérôme Casalbou nous l'avait dit. Donc Laurent, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a retravaillé Emmanuel Meafou la semaine dernière. De toute façon, il est à Marcoussis dans les 42, donc ça veut dire qu'il est capable de retravailler. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus maintenant, mais ça va plus être un secret dans la semaine, pas très rapidement, hein, Laurent. Ouais, non, nous, il a eu une remise en route, on peut dire. Voilà, il a refait du vélo. C'est une grosse un petit machine, peu de par contre. La footing, remise en route, etc. elle est un peu particulière, peut-être. Ben, sur des gabarits comme ça, forcément que c'est particulier. Mais oui, non, et après, il n'a pas pris part aux entraînements rugby collectifs. Il est resté à part avec la cellule médicale et les préparateurs physiques. Et, oui, c'était une remise en route physiquement. Après, je ne peux pas vous dire dans quel état il est exactement, quelles sont ses sensations. Il a poussé un peu le curseur, ça, Laurent? Est-ce qu'il a poussé un petit peu ou... Moi, à ma connaissance, On essaye, je on pense essaye. pas trop, mais ça va être Il va peut-être se faire maintenant. c'est cette semaine qu'il va voir ses sensations et à mon avis, ils vont prendre la décision ensemble. Mais je ne C'est- peux pas vous c'est donner pas plus neutre, Laurent. d'informations que ça. Ouais, c'est pas neutre, Laurent, C'est- un Emmanuel Meafou dans le moteur, dans son équipe, même sur le banc. Hein. Bah, complètement, oui, parce qu'autant, ouais, il peut être aussi performant en commençant le match dans ce rôle d'impact player qu'il avait aussi pas mal avec nous il y a quelques années lorsqu'il était plus jeune. C'est sûr que si vous le faites rentrer à la 50e, ben, ça chamboule un petit peu l'ordre établi parce que c'est quand même quelqu'un qui, autant en attaque qu'en défense, amène toute sa puissance, sa masse et peut faire de grosses différences. Donc oui, c'est sûr que ça peut être un atout important pour l'équipe de France. Denis, tu ferais quoi toi, niveau compo là, pour samedi, avec ces retours-là, Ntama qui est disponible, Meafou qui est dans les 42, Damien Penaud qui revient, il y a Romain Buros aussi qui a intégré le groupe des 42, alors on se dit que c'est bien trop court, voilà, mais sous les ballons, tu parlais des ballons, Non, peut-être une mais alternative. c'est déjà. Qu'est-ce que tu ferais toi? C'est déjà acté, mais non, mais moi je pense que le meilleur choix c'est de remettre Romain sur le terrain. Et en mettant Romain sur le terrain, tu es obligé de mettre Thomas à l'arrière. Après, Meafou, je pense que le choix, ça va être qu'il soit remplaçant, qu'il fasse le rôle d'impact player et qu'il fasse de grosses différences. Ce qu'on n'a pas été capable de faire contre l'Angleterre. Souvenez-vous, le banc n'a pas apporté la dimension qu'on souhaitait. Et là, je pense qu'en Irlande, ça risque vraiment de se jouer là, ce match risque de se jouer dans les 20 dernières minutes. Et là, Meafou, c'est vrai qu'il va t'apporter la puissance oui, il sera incontournable. Donc, c'est une bonne nouvelle déjà qu'il soit dans le groupe, qui postule pour l'Irlande. Ouais. Laurent, dernière question avant de nous quitter. Comment tu vois le rapport de force pour samedi? Toi, c'est vrai, avec ton œil de technicien. Bon, moi, je pense que je suis relativement confiant sur les chances de l'équipe de France. Je pense que physiquement,
L'équipe de France est très costaud, est capable de mettre beaucoup d'intensité physique et qui peut potentiellement mettre à mal cette équipe d'Irlande. Donc moi je crois forcément à la victoire des Français. Et ce qui est sûr, c'est que ça va être un gros choc et que les 20 premières minutes vont être très costauds. Mais Ça va se jouer sur la ligne d'avantage. J'ai une dernière question pour toi, Laurent. Parce que d'abord, vous les avez gagnés, vous avez trouvé la clé pour gagner cette équipe d'Irlande, je vais le dire, mais enfin, l'Esther, c'est pratiquement l'équipe d'Irlande. Est-ce qu'il faut quand même jouer, faut jouer contre eux? Comme le font les Bleus depuis quelques temps, d'ailleurs, Laurent. D'abord dans l'axe et après sur l'extérieur. Ouais, voilà, nous on avait opté pour ça, les resserrer pour s'exposer peut-être un petit peu moins et jouer à un jeu qu'ils n'ont pas l'habitude de défendre, puisque c'est très structure contre structure dans leur championnat, on va dire de règle générale. Donc nous on avait pris le parti de jouer plus autour. Mais oui, il va falloir les jouer, il va falloir être audacieux, il va falloir tenter, il va pas falloir rester être attentif, voilà, plan, voilà, il va falloir tenter, mais je pense que s'ils ont la capacité de les mettre sous pression et de récupérer des ballons de turnover, ça peut vraiment les mettre à mal avec la qualité des joueurs français. Je suis certain qu'ils vont trouver des solutions. Merci beaucoup Laurent, merci d'avoir été avec nous dans cet épisode d'Entre les poteaux. On a pu décortiquer vraiment ce match. Il est en vacances Laurent là, non? Ah bah là Laurent c'est les vacances là. Ouais, on coupe 10 jours et on profite pour se régénérer. Bonnes vacances alors. T'en as besoin, non? On espère que ça... Ouais, comme tout le monde, pas plus que notre, mais il faut faire le plein d'énergie parce que la saison n'est pas finie. On finira la saison le plus tard possible. Et pour ça, il va falloir beaucoup d'énergie. Donc voilà, on se régénère. Merci beaucoup en tout cas Laurent d'avoir été avec nous. Merci Denis, merci Wilfried, merci Julien. On va se débriefer ce match la semaine prochaine. Et là, on a toutes les clés, les gars, là, non? Ah là, on les a les clés. Les auditeurs, les auditrices ont tout là, tout en main. Fabien nous envoie un message. Est-ce qu'on lui envoie le lien à Fabien Galtier? On va peut-être lui envoyer le lien, Fabien, non? Bien sûr. Bien sûr, on va le faire. On va demander à Roxane, la productrice. Clac. Ça s'envoie sur WeTransfer, c'est gratuit. Sinon, sans l'envoyer à Fabien Galtier, vous pouvez le partager à vos proches. Vous pouvez le noter. Voilà, vous nous écoutez, vous en parlez entre vous, vous le partagez à fond. Dites-nous ce que vous en pensez. Exactement, vous nous dites ce que vous avez pensé de ces épisodes un peu technico-tactiques, comme on dit. On prend beaucoup de plaisir à faire et on espère que ça vous plaît. Christophe, à la semaine prochaine. Du tout. Oh, tu nous manques toujours, Christophe, quand même. Oh, il dure. On l'embrasse. Oh, mais on peut plus rigoler dans ce podcast. On était très sérieux. Aujourd'hui, on était sérieux, Cruchot. Ouais. On repart sur les imitations pour ceux qui étaient là vendredi avec nous, là, sur l'apéro des poteaux. Vous voulez qu'on reparte sur les imitations? Allez, bonne semaine à tous. Et rendez-vous pour la bataille de Dublin. Bonne semaine.